Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous jouiez? Présenté souvent comme un loisir de décérébré gouffre-à-temps, est-ce que le jeu vidéo n'est qu'une simple expérience visuelle et auditive qui nous distrait de notre monde contemporain, une expérience culturelle instantanée? Si l'on prend en compte par exemple l'attrait des jeux incrémentaux sur nos téléphones où l'on remplit simplement des barres pour se vider la tête, ou que l'on prend un FPS multijoueur à la Call of Duty pour sa frénésie de kills et de morts, on pourrait être tenté de répondre oui. Mais cette explication un brin simpliste est loin d'expliquer les différences de goût entre les joueurs. Si les jeux incrémentaux et les FPS sont en effet très populaires, sûrement en partie pour le plaisir immédiat procuré, ça n'explique pas vraiment pourquoi des gens s'échinent à jouer à des jeux de construction et de survie comme Minecraft, des jeux narratifs avec dialogue et choix de scénario comme Detroit Become Human, des jeux de gestion d'hôpital comme Two Point Hospital, ou même des simulateurs d'avion comme Microsoft Flight Simulator. Face à la masse d'expériences vidéoludiques et au profil varié des joueurs, on reconnaîtra les fans des RPG, ceux des jeux de gestion, ou encore ceux qui aiment jouer à tous les genres. À ce titre, je vous propose dans ce nouvel épisode de Captain Cast sur le temps et le jeu vidéo de nous demander quelles sont les raisons qui nous poussent à jouer aux jeux vidéo et surtout à y passer du temps pour venir à bout de titres variés et très différents les uns des autres. Dit autrement, qu'est-ce qui va susciter ou non notre engagement? Comme nous le rappelons dans le premier épisode de Captain Cast, le jeu vidéo est avant tout un jeu, une expérience qui permet aux joueurs d'interagir et donc offrant des mécaniques de jeu ou gameplay qu'on peut décomposer en éléments ludiques de base ou ludem. Un jeu de plateforme Mario sera centré par exemple sur le saut et l'adresse. Un FPS comme Call of Duty sur l'attention à l'environnement et à l'adresse au tir. Un jeu de gestion à la Two Point Hospital sur la faculté d'anticipation et le contrôle de divers éléments. Le joueur doit ainsi apprendre la grammaire d'un jeu, comment il fonctionne, par un processus d'apprentissage in-game comme les tutoriels ou en le comparant à d'autres expériences du même genre. Les FPS comme Call of Duty, Battlefield ou Doom possèdent ainsi beaucoup de similarités sur la progression des armes et l'abattage d'ennemis à l'écran. C'est pourquoi les familles et les genres du jeu vidéo peuvent avoir une grande importance en fonction de nos goûts. Si on accroche facilement à une mécanique de gameplay d'un titre, on sera enclin à rentrer plus facilement dans les titres de la même famille. Si on a aimé monter son personnage et tuer des adversaires en vue isométrique dans Diablo 2, il est probable que vous aimerez aussi Path of Exile. Néanmoins, certains jeux font peur aux néophytes et sont réputés pour avoir un gameplay difficile. On présente souvent ainsi Dark Souls comme étant difficile d'accès. Après tout, il est très punitif sur les mouvements de combat et chaque ennemi vous tue en 2 coups. Pourtant, si on s'investit, on se rend compte du pouvoir des boucliers et des esquives, et du fait qu'il est nécessaire de calculer chaque coup porté. Une fois compris, l'expérience est bien plus facile. Tout dépend de notre expérience vidéoludique et de notre volonté de nous investir pour apprendre cette grammaire. D'autres grammaires complexes sont plutôt le fait de jeux compétitifs. League of Legends n'est pas compliqué en soi, avec le choix de champions, de compétences et d'équipements, mais il faut engranger énormément de connaissances sur la méta du titre, les autres champions et d'autres techniques non apprises par le jeu, mais émanant de guides externes, d'autant plus que la communauté est très toxique. Ce n'est pas tout d'avoir un gameplay et un jeu, il y a aussi tout un habillage autour, que ce soit insérer le gameplay dans un univers avec une progression, mais aussi accompagner l'expérience par la narration, le son et la vidéo. Pour la progression, elle est essentielle. Si on devait juste sauter d'un point A à un point B dans un Mario, cela n'aurait que peu d'intérêt. Il faut donc varier les niveaux, les ennemis, et donc les challenges pour les rendre de plus en plus complexes au fur et à mesure que le joueur apprend les mécaniques. C'est généralement le choix qui est fait. Les ennemis sont de plus en plus coriaces, les situations de plus en plus difficiles, les niveaux de plus en plus tortueux. Pour donner envie au joueur de continuer à franchir les obstacles, il est aussi courant de lui donner de plus en plus de pouvoir. Il débloque des armes plus puissantes, améliore sa santé ou gagne des compétences. Evil West par exemple commence simplement avec un pistolet et des points mécaniques avant de nous donner un lance-flamme, un fusil à pompe, des attaques de zone et j'en passe. Cette mécanique peut aussi être faite à l'envers. Dans les gachas ou les jeux incrémentaux, on donne beaucoup au début, puis les ressources mettent du temps à s'accumuler, poussant le joueur à mettre la main au portefeuille pour avancer comme avant. Cette progression va aussi être accompagnée généralement d'une narration. Elle peut être très basique, comme sauver la princesse dans Mario, comme plus complexe, avec la présentation d'une société idyllique qui dérape dans BioShock et qui donne envie d'en savoir plus au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans les profondeurs sous-marines. De même,
les aspects sonores et les graphismes peuvent aussi être importants. Une musique orchestrale de qualité, comme la BO science-fiction d'un Mass Effect, des voix convaincantes pour des jeux avec beaucoup de dialogue, et même une ambiance sonore entre bruit d'ambiance, voix du fond ou bruit de combat, tout ceci participe à l'immersion du joueur dans l'expérience vidéoludique qu'il habite. Bien sûr, chaque joueur a sa grille de critères. Pour ma part, si le gameplay est bon, je peux me passer de graphisme dernier cri, mais j'aurai plus de mal à me passer d'une BO de qualité, d'où mon attrait pour les vieux titres qui ont marqué leur temps. D'autres joueurs considéreront que les graphismes à la pointe de la technologie participent beaucoup plus à l'immersion et surtout auront un meilleur œil pour les nouveautés. Justement, un des débats les plus importants sur l'engagement du joueur dans le jeu vidéo concerne l'opposition entre d'une part le gameplay, d'autre part la narration. Des jeux entiers comme les expériences narratives à la Telltale reposent ainsi exclusivement sur les dialogues et l'aventure narrative, bien plus que sur le gameplay, généralement un point and click assez basique et des choix sans grandes conséquences. Si le jeu vidéo peut se vouloir cinématographique, en adaptant des codes venant des autres arts, comme les jeux de caméra dans les cinématiques d'un Metal Gear Solid, que dire lorsqu'on se retrouve face à un film interactif entrecoupé de quelques phases de gameplay? Est-ce véritablement utiliser le jeu vidéo à bon escient? Cela nous pousse ainsi à nous demander quelle partie doit prendre l'ascendant sur l'autre. Pour ma part, vous aurez noté que je considère le gameplay comme étant généralement plus important que la narration. Mais la conclusion reste tout de même plus simple. La force du jeu vidéo repose sur l'utilisation de l'art vidéo au profit d'une interaction du joueur. Aussi, l'imbrication du gameplay et de la narration est généralement la solution la plus intéressante. Que du gameplay pur, qui n'aurait pas grand sens, ni grand intérêt sur le long terme, ou du narratif pur, qui n'aurait pas grand sens au vu de l'engagement du joueur assez limité, qui préférerait peut-être regarder des séries ou des films. Dans un CRPG à la Baldur's Gate 3 par exemple, votre personnage fait des choix, interagit avec l'environnement, et crée son histoire, à partir de l'histoire préécrite par l'équipe de développement, et a donc l'impression d'avancer son histoire à lui. A l'opposé, avoir plus d'une dizaine d'heures de cinématiques dans un Final Fantasy XVI donne un beau film, entrecoupé de phases de gameplay, ce qui me semble être une utilisation un peu moins intéressante du médium du jeu vidéo. Ça ne veut pas dire non plus que le gameplay doit nécessairement être complexe. La force d'un titre comme Journey est de mêler un gameplay limité, avec des sauts et de la course, un univers, avec une excellente direction artistique et du narratif, basé sur du non-dit, donnant, quand on mêle tous ces éléments, une expérience singulière et profondément vidéoludique. Bien sûr, il ne suffit pas de cocher toutes les cases dont j'ai parlé pour créer une expérience vidéoludique qui engagera tous les joueurs. Déjà, parce que ceux-ci ont des goûts qui ne les poussent pas nécessairement vers les mêmes jeux, comme ceux qui préfèrent les jeux de plateforme, les FPS ou les jeux narratifs. Mais surtout, que l'application d'un cahier des charges ne fait pas de bien aux jeux vidéo. Si je prends Assassin's Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn et God of War, on a, dans les trois cas, un open world, du combat en vue troisième personne, du craft, des quêtes, des armes améliorées, des niveaux à passer. Malgré la différence fondamentale de leurs univers, entre l'histoire, post-apocalyptique, mythologie, leur boucle de gameplay est sensiblement la même. Et comme je le disais dans le premier épisode sur le temps et le jeu vidéo, l'application d'un cahier des charges pour parler au plus grand nombre de joueurs rend les expériences beaucoup moins singulières qu'auparavant. Les Battle Royale étaient nouveaux au moment de PUBG. Donc, développeurs et éditeurs ont fait paraître des tas de titres dont la plupart sont désormais débranchés, ne subsistant que les plus connus. De même pour les MOBA, et de même probablement pour les jeux qui essayent de copier le succès de Vampire Survivors. Le joueur aime bien reconnaître des patterns, mais se lasse bien plus vite si on lui propose sans cesse la même expérience. Cela est d'autant plus vrai que le joueur a accès aujourd'hui à un catalogue de jeux toujours plus important. Quel besoin donc de finir un titre dont le gameplay ne nous satisfait plus au bout de quelques heures, surtout si l'habillage autour n'est que moyen. Pour conclure, engager le joueur dans une expérience vidéoludique requiert de lui proposer une grammaire par le gameplay, susceptible de l'intéresser, accompagnée d'une progression, d'un narratif et d'une direction artistique, susceptible de donner de l'intérêt à moyen et long terme au titre. Pourtant, il y a peut-être aujourd'hui un problème lié à l'industrie dans son ensemble. En voulant copier les réussites des uns et des autres,
et les modèles de gameplay associés, on aboutit à une répétition ad nauseam de titre en titre de mécaniques similaires, qui diminuent l'intérêt du joueur, surtout si celui-ci est un joueur accompli, qui voit beaucoup plus facilement avec son expérience les mécaniques derrière les softs qu'il fréquente. Avec ces cahiers des charges, on aboutit à dégoûter une partie des joueurs qui ne souhaitent plus s'engager dans des expériences trop similaires, peu importe le narratif ou les graphismes qui changent d'un titre à l'autre. Heureusement, beaucoup de réussites arrivent chaque année à dépasser ces carcans. Le dernier exemple en date est ainsi Baldur's Gate 3, qui malgré la classicité d'un combat au tour par tour et d'un RPG à l'ancienne, s'est habillé de ses plus beaux atours, avec un gameplay encore plus émergent que jamais, aussi efficace que sa narration, sa progression et sa direction artistique, aboutissant à devenir un des plus grands succès de 2023, sans forcément réinventer la poudre. Mais peut-être y avait-il aussi dans ce projet un ingrédient mystère, la passion. Cette passion me semble un peu trop absente des productions recopiées les unes des autres, d'Assassin's Creed en Assassin's Creed, de Far Cry en Far Cry, ou de Call of Duty en Call of Duty. À méditer.